Bienvenue sur Plus fort à deux, le podcast qui vous accompagne quand la vie bouscule le couple. Ici, on parle de maladies, de fatigue, de doutes, mais on parle aussi de conscience, de transformation et de ce que l'amour révèle quand tout vacille. Nous, c'est Léna et Sylvain. 2 voix, 2 regards et 23 ans d'une histoire d'amour traversée par les épreuves. Si vous vivez une période difficile, ou si vous voulez simplement aimer plus consciemment, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Plus fort à deux. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Plus fort à deux. Et aujourd'hui, on vous parle de la colère. Quand tu te réveilles tous les jours en étant dans la douleur, quand chaque matinée commence par un combat, je pense que le sentiment d'injustice est quasi inévitable. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui dénote par rapport aux autres, que le rythme auquel vont les autres ne fonctionne pas. Moi, je me souviens de ces moments où le matin, surtout quand les filles étaient plus petites, je devais déjà me réveiller plus d'1 heure et demie avant, prendre une douche chaude, même mettre mon corps en mouvement. On sent qu'on ne correspond pas, entre guillemets, à la norme. Et puis, il y a eu toute la partie du diagnostic aussi, dont on a parlé sur les 2 premiers podcasts, où le fait de se sentir baladé d'un rendez-vous à l'autre, ça a bien eu le temps de faire monter le sentiment d'injustice, le sentiment d'être perdu, parfois de ne pas être respecté, et donc la colère avec. La colère, comme les autres émotions, elle est propre à chacun, elle est propre à chaque tempérament et à chaque vécu. Comme pour toi qui viens des Antilles, où c'est vrai que la parole est plus libre, en tout cas sur l'expression de la colère. Donc c'est une colère plus explosive, on va dire. Et puis moi, alors je sais pas si c'est plus métropolitain, si c'est plus de mon vécu personnel familial, où la colère va être plus implosive, plus renfermée. Puis par contre, effectivement, à un moment donné, ça peut sortir un peu plus fort, mais voilà, on peut déjà identifier différentes façons d'exprimer la colère. Moi, on va dire, l'injustice, elle pouvait être double, à la fois tournée envers toi en disant, mais quand je vois tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle fait, c'est injuste qu'elle soit dans ce niveau de fatigue, ce niveau de douleur. Injuste des fois parce que, bah, justement la fatigue, la colère, était retournée contre moi de manière, on va dire injuste ou inhabituelle en fait, Ouais. c'est sorti du contexte, heu, ça serait pas, correct de parler comme ça, on va dire, mais remis dans le contexte, moi, pour 10 fois moins, j'aurais été 10 fois plus virulent. Donc voilà. Et il y avait une injustice plus personnelle qui, pour le coup, qui était vite détournée, puisque sur le principe pur et simple, vraiment très égotique, tu te dis, bah, moi j'ai rien à voir là-dedans, pourquoi je subis ça indirectement et tout ça. Bon, ça c'est quelque chose qui a jamais vraiment pris de place parce que dans notre fonctionnement de couple, il y a toujours eu cette attache-là importante à l'autre. C'est humain d'avoir ces sentiments et ces émotions. Le tout, c'est de pouvoir les analyser, les accepter et les analyser. En tout cas, tu l'as dit dans la première partie, moins les refouler, idéalement. Donc oui, les analyser, oui, y faire face, les accueillir et si possible ne pas les refouler parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va se payer. Tôt ou tard, ça va se faire sentir. C'est vraiment l'illustration de mettre sous le tapis. Pour les émotions, c'est pareil. Tout ce qu'on met sous le tapis, à un moment donné, quand ça ressort, c'est 10 fois plus gros, quoi. C'est Donc ça. c'est à ce moment-là qu'on va réagir, au-delà de ce que l'on aurait fait si on avait laissé évacuer cette pression-là, petit à Petit à petit, petit. comme la cocotte minute. Exact. C'est drôle parce que tu parlais de culture tout à l'heure et j'ai toujours pensé que, qu'en France, en général, il y avait un truc de dissonant, il y avait un problème avec l'expression de la colère parce que on sent que c'est beaucoup moins autorisé. En tout cas, c'est beaucoup plus chargé de croyances, déjà chez les femmes. Une femme qui se fâche, ce n'est pas beau. Une femme qui pousse une gueulante, ce n'est pas beau. Ou la colère, ce n'est pas bien. Ou c'est faire du mal à l'autre. Et on sent que ce poids-là, cette croyance-là est plus lourde en France qu'aux Antilles, par exemple, ou dans d'autres pays. Pas besoin d'aller loin. L'Espagne, par exemple, c'est déjà plus chaud, plus sanguin. Et ça monte un peu plus fort.
Quand on descend, quand on a été, au Maroc ou en Égypte, C'est ça. effectivement, on sent que nous, on a l'impression qu'il y a une engueulade et que ça va Ouais. finir, ça va mal tourner et puis en fait, tout de suite ça redescend. C'est juste une manière de communiquer qui est différente et nous, on y associe des émotions derrière alors que, voilà, c'est un mode de communication qui est différent. Ouais. Dans ma façon d'exprimer la colère, il y a quelque chose pour le coup, d'assez fluide. En ce sens où, quand je ne me sens pas respectée du tout parce que je ne le suis pas à la maison, mais simplement parce que, je me sens pas capable de faire quelque chose et puis tout le monde va insister, mais parce qu'à ce moment-là, vous avez envie que je participe avec vous, par exemple, bah, je peux être agacée, voire même en colère en disant: «Mais en fait, vous voyez pas dans quel état est-ce que je suis», et ne pas me sentir respectée. Mais bien sûr, ça correspond pas du tout à ce que vous vivez vous, à ce moment-là. N'empêche que, généralement, quand je me sens en colère, bah, moi, je pousse une gueulante, quoi. C'est tout, c'est simple. Mais comme tu disais, c'est comme en Égypte, c'est pas méchant, j'essaye au maximum de faire en sorte que mes mots ne dépassent pas ma pensée, de ne pas être blessante, de parler de moi dans mon sentiment, même si je le dis en râlant, mais j'essaye en tout cas au maximum de ne pas faire mal dans ma colère. Bah, ça, c'est tout le sujet après de la communication parce que bon, il y a les émotions, les sentiments, savoir, distinguer ça, et même dans la colère qui est une émotion, qui s'exprime vivement, en général, on peut quand même être capable, c'est quelque chose que tu as fait évoluer, de l'exprimer, de manière dite non violente. C'est la communication non violente effectivement, dont on parle là. Mais le fait de parler de ses ressentis et pas d'être dans l'accusation, de l'autre. Oui, C'est c'est vrai que ça. pour reprendre ton exemple, un jour en vacances, on voulait tous, aller faire un tour de kayak et c'est vrai que le fait de te proposer ça, nous on part d'un voilà, ce fameux bon sentiment de se dire: «Allez, on va faire un truc ensemble». Tu un peu fatiguée, un peu douloureuse, mais bon, on va relancer un truc, on va faire une activité en famille, ça va être sympa et tout. Sauf que toi, à ce moment-là, tu te dis: «Non, mais en fait, là, vous voyez pas dans quel état je suis. Vous me proposez un truc qui est pas adapté pour moi» et c'est vrai que nous, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut projeter, Projeter? gagner, Ben voilà, oui. mais pas ce que ça peut, faire chez toi et Et puis que c'est positif en fait, c'est passer un bon moment. C'était pas, faire 3 heures de ménage, hein, c'est c'était l'envie de départ, donc en ce sens-là, de notre point de vue, il y a pas de manque de respect ou de non-considération et en même temps, de ton côté, ben, tu te dis: «Oh les gars, vous me proposez pas quelque chose qui correspond à ce que je suis en mesure de faire». bah, c'est tout à fait ça, mais parce que aussi la douleur va biaiser les ressentis, la douleur va comme mettre une espèce de paire de lunettes, en tout cas va les exacerber. Là où d'habitude je vais dire: «Mais vous abusez, ah là c'est pas jouable, point». Quand la douleur est là, quand on se sent empêtré, mal dans son corps, on a déjà tendance à ruminer, on a déjà tendance effectivement à trouver ça injuste parce que là, c'était des vacances qu'on passait dans les Cévennes, il faisait un temps magnifique, c'était top. À me dire: «Bah non, moi je vais rester là à lire et à pas bouger». Et ben, forcément au départ, ça peut être un sentiment d'injustice, ouais. Et si je peux faire juste une toute petite aparté pour commencer, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à trouver du confort dans ces moments-là. C'est-à-dire que, bah, certes, je vais rester lire, mais j'ai trouvé du confort, trouvé des activités qui me conviennent moi, des activités qui se font, ben, en général seule parce que je vais pas bloquer tout le monde et j'ai trouvé une certaine aisance dans ces moments-là pour ne pas ressentir justement trop de frustration. Oui, c'est ce que j'allais dire et du coup, c'est ce qui a fait évoluer un petit peu, justement, ce sentiment d'injustice chez moi et chez nous avec les enfants. C'est que là où, il y a quelques années, on se serait dit, bah, du coup, on laisse tout, on fait rien et on te C'est soutient ça. Ou c'est tout dans le la monde ou personne, quoi. voilà, tout le monde ou personne, on te soutient dans ta douleur, dans la problématique et du coup, tout le monde est frustré à la maison, on peut rien faire. Et là, on est allé faire ce tour de kayak, ce qui fait que même si il a manqué ta présence ou tout ça, et bien, on a quand même fait cette activité-là et tout le long, on a fait ce chemin en kayak. Tout le long, on s'est dit: «Mais en fait, c'était n'importe quoi». Heureusement qu'elle n'est pas venue, ça serait démonté le dos. Voilà, pourtant on s'est amusé, on a rigolé, mais
on a pris conscience aussi plus dans l'instant de ce que tu exprimais sur le temps d'avant. Aussi sur ce sujet-là, il y a une leçon à en tirer, c'est qu'effectivement, pour la personne qui vit la douleur de l'intérieur, ou la fatigue, ou tout ça, je sais à quel point, voilà, toi-même, tu as essayé de faire des efforts au-delà de ce qui était convenable pour toi, par un principe de convention un petit peu parfois, et puis de pas vouloir léser la famille ou le couple ou l'autre. Au final, mieux vaut toujours quand même partir de son ressenti que d'une autre. C'est-à-dire que moi, de mon côté, effectivement, je peux avoir des envies de faire certaines choses, mais qui vont être en adéquation avec mon corps, avec ce que je ressens dans l'instant, et je vais pas projeter une problématique parce que dans mon vécu, le fait de faire du kayak, par exemple, c'est pas problématique. C'est quelque chose de sympa, donc je t'y invite, mais pour toi, eh ben, il y a une projection du risque de la douleur, du risque de la fatigue, et à ce moment-là, moi, je suis pas capable de l'avoir. Donc, c'est vrai que à moi d'être en mesure de l'entendre de ta part, et à toi être en mesure de l'exprimer. Oui, c'est ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans l'allégorie de la caverne de Platon, même si on en fait une toute petite déclinaison là, c'est d'arriver à se dire que même si l'autre nous connaît, nous aime, nous on arrive à 23 ans de couple, on a passé énormément de temps ensemble, on a énormément discuté, mais tu ne pourras voir les choses qu'à partir de ton espace et donc qu'à partir de ton corps et de tes capacités, malgré tout. Là où effectivement, ben nous, quand il y a une maladie, une pathologie, eh ben on voit aussi, on ressent tout de suite dans notre corps et dans notre tête, parce qu'on peut avoir des peurs aussi, mais on ressent aussi dans notre corps tout de suite si c'est quelque chose qui sera juste pour nous et faisable ou si ça ne le sera pas. Le risque, effectivement, par exemple, là, dans notre exemple du canoë, si tu nous avais dit oui, c'est que tu respectes pas ton ressenti intérieur, que tu te forces à y aller et que nous on dit chouette, c'est bon, on y va. Puis quand on voit comment ça se passe, ben, on va s'en vouloir de t'avoir entraîné là-dedans parce qu'on sait qu'on t'a mis en galère physiquement. Donc en fait après, c'est le risque de s'enfermer dans ce fameux triangle de Cartman où on passe à tour de rôle en victime, bourreau, sauveur. Au départ, on est les sauveurs en voulant te sortir de ce moment de douleur ou de fatigue et on veut faire un super truc. Mais on devient par la suite les bourreaux parce qu'on te fait souffrir. Derrière toi, ça peut te mettre en colère et les rôles s'inversent, tu deviens le bourreau et nous les victimes. Donc voilà, c'est un mauvais jeu sans fin. Qu'est-ce qui se joue derrière la colère ou derrière le sentiment d'injustice? Je pense qu'il y a fondamentalement un certain nombre d'émotions sous-jacentes. Très souvent, en tout cas en ce qui me concerne, heu, il y a tout d'abord une espèce de tristesse très profonde quand on parlait d'activité physique, par exemple. J'ai été sportive, très sportive, avec un certain nombre de capacités et cette colère-là, souvent, c'est déjà la tristesse de voir mon état actuel. Je me dis ou je me fais croire que ça y est, je suis foutue, mon corps est foutu, il ne vaut rien et c'est tout le discours intérieur qui nous fait mal et qui continue d'entretenir cette colère-là. Et puis il y a aussi, de la peur. La peur du futur, la peur de l'avenir, la peur de ne plus être capable justement, même si on pratique la la pleine conscience, on se dit: «Mais ouais, mais si jamais en vrai je ne suis plus jamais capable de faire telle ou telle, activité physique», c'est vrai qu'il y a énormément de peur en ce qui concerne ces évolutions-là, en tout cas ces maladies à évolution, par poussée, à évolution lente et puis la perte de contrôle, le sentiment de ne pas maîtriser son propre corps puisqu'encore une fois, ayant été élevé, au et biberonné où quand on veut, on peut, bouge-toi sur le terrain, tu es capable de le faire, si tu te sors les doigts du truc, ça va y aller. Et bah là, encore une fois, on a beau se sortir tous les doigts du monde, ça ne veut pas. Donc on se dit: «Mais en fait, là, je ne maîtrise plus rien, je ne contrôle plus rien» et ça vraiment, ça fait flipper. Et moi, en ce qui me concerne, la peur, souvent, elle est arrivée dans ces moments de douleur
puissante, de moments où tu te sens complètement impuissant et tu as l'impression qu'en fait ça va pas s'arrêter, ça te semble durer des heures. Quand je t'ai vu dans des moments de migraine compliqués, dans des moments de douleur névralgique puissants, à devoir aller aux urgences ou quand tu es dans l'urgence comme ça, la difficulté, puisqu'à ce moment-là, tout s'arrête, l'espace-temps est complètement changé. C'est ce qui fait que ça te paraît durer aussi longtemps. Et tout est exacerbé. Et c'est là que tu te demandes, mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que tu vas reprendre une vie entre guillemets normale? C'est là que c'est difficile d'arriver à calmer son mental, de pas être uniquement nourri par cette peur, par cette crainte, cette impuissance. Tout, il est là au fur et à mesure. L'expérience, elle a permis ça, de se dire, ben, c'est un moment, mais je sais que ça va pas durer. Je sais que ça va s'arrêter. Je sais que ça va pas être en continu. Même si dans l'instant, franchement, c'est très dur, ça paraît très long, et aussi bien pour toi que pour moi. Le tout, c'est d'arriver à se dire, bon, ça va s'arrêter. Ce qui nous renvoie encore au concept de l'impermanence des bouddhistes, c'est qu'effectivement, lorsqu'on traverse une période compliquée, voire viscéralement douloureuse, eh bien, d'arriver à rester accroché à cette conviction-là que rien ne dure et que tout, comme les saisons, comme la nature, comme tout, ça va s'arrêter de toute façon à un moment donné. Donc, le plus tôt sera évidemment le mieux, mais ça ne peut pas être que ça de toute façon. D'ailleurs, si on revient sur le sens premier, en tout cas la fonction première de la colère, elle est là pour faire changer les choses. Et effectivement, lorsqu'on se met en colère et qu'on est surtout dans des cultures où c'est un peu moins validé, on va systématiquement entrer en culpabilité derrière et ruminer. Donc moi, ce que j'appelle clairement prendre double peine, puisque généralement, si la colère est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne s'est pas senti respecté, en tout cas une part de nous qui a eu besoin de se faire entendre. Et puis à côté de ça, on va rajouter la culpabilité. Ce qui peut être intéressant comme approche, c'est tout comme pour les moments de douleur, se dire que la colère, plus tôt elle est sortie, moins elle va durer, de toute façon. Ça évitera que ça ne devienne un sentiment de colère, parce qu'il y a des personnes, effectivement, au bout d'un moment, qui sont ce qu'on appelle vulgairement aigris H24, parce que c'est quelque chose après qu'on rumine tout le long. Donc c'est plus une émotion de colère, c'est un sentiment de colère. On est tous les jours plus ou moins tout le temps en colère et ça évite ça. Plus on va sortir la colère, plus on va s'appuyer sur elle aussi. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'appuie très souvent sur la colère pour remettre, c'est une énergie de feu, au niveau des éléments et ce feu-là me donne la force de remettre des choses en place, même si ce sont de toutes petites choses, quand vraiment je traverse des périodes compliquées, me lever, aller prendre une douche, m'habiller, heu, c'est ce même feu-là, en fait, qui crée la force et l'énergie puisqu'on sent bien cette espèce de force qui émane de nous lorsque l'on est en colère, et ben, autant la réorienter et puis l'utiliser pour nous, quoi. Bah, c'est vrai que la colère, comme d'autres émotions, à un moment donné, elles permettent aussi des fois de tourner des pages. Il y a des situations où on avait besoin d'en arriver à être un niveau de colère important pour dire, bon, bah, cette situation-là, je ne l'accepte plus. Et du coup, bah, je mets des choses en place. Alors, le but, c'est que ça soit dans le moins de violence possible, parce que des fois, ça fait des dégâts à Oui. côté, et en même temps, des fois, c'est nécessaire. Mais est-ce que justement, on n'a pas associé la colère avec la violence dans la croyance? Surtout parce que comme on refuse pendant longtemps, c'est pour moi, c'est le facteur temps qui fait la différence. Comme en général, on refuse cette colère-là, au moment où elle monte, elle va monter, ça va être Hiroshima et là, on va tomber dans la violence. Mais si c'est une colère juste, une colère respectée, une colère qui arrive, à point nommé, à un bon moment et qui n'a pas été, différé plusieurs fois. Est-ce qu'effectivement, on n'a pas non plus dans la croyance générale associé la colère à la violence alors que c'est pas forcément le même sujet, c'est pas forcément la même chose? En tout cas, ça peut être associé à quelque chose de
positif, on va dire, parce que c'est l'expression peut-être d'un manque de respect. Donc sur le principe, ça peut être tout à fait honorable. La problématique souvent, c'est que ça vient avec une communication inadéquate Mmh. et que du coup, tu passes plus pour... Enfin, ce qui pourrait être tes raisons passe pour tes torts parce que tu l'exprimes mal. Oui, mais parce que souvent quand plus tu attends, plus tu perds la main sur la manière dont ça va sortir. Plus tu t'attends et plus ça va sortir en force. Tu prenais l'exemple de la cocotte minute au début, de l'épisode, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'après, quand tu es bardé de pression, quand tu fais sauter la soupape, tout pète, quoi. Et puis c'est là que tu as des paroles qui dépassent ton fond propre, ta pensée même. D'où l'intérêt de transmuter cette colère-là en quelque chose de juste, donc peut-être d'apprendre à dire les choses assez vite, assez tôt et correctement, ce qui n'est pas toujours évident, hein, mais peut-être, que la piste en tout cas serait par là. D'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus, qui est, «Les mots sont des fenêtres ou des murs» de Marshall Rosenberg sur un des pères de la communication non violente, qui explique l'assertivité. C'est-à-dire comment est-ce que je peux dire les choses en étant juste avec moi, mais juste avec la personne que j'ai face à moi aussi. On a des émotions, elles existent et elles font partie de nous et elles sont salvatrices. Sinon, on serait des vers de terre. Et le tout, c'est de savoir les exprimer. C'est vrai que dans ce livre-là, ce qui est très intéressant, et même quand on est face à une personne qui exprime ses émotions, c'est pas de ne pas forcément prendre pour soi ce qui est dit, c'est juste que c'est l'expression de quelque chose de juste pour elle. Ouais. C'est le vécu de la personne à un instant donné et c'est important de pouvoir aussi faire la place pour accueillir le vécu de cette personne-là et ne pas prendre les choses personnellement, ce qui renvoie aussi aux 4 accords Toltec, autre bouquin, fondateur qui nous propose effectivement de ne rien prendre personnellement parce que tout le vécu d'une personne, bah, ça correspond à son système de valeurs, à sa grotte, pour parler de Platon et pas nécessairement à nous, à ce qu'on aurait mal fait ou bien fait. C'est ce qu'on a appris petit à petit à faire. Même moi qui suis pas un grand lecteur, ça fait partie des quelques livres que j'ai feuilletés. Dont tu as lu la préface. Non, je suis allé un peu plus loin parce que je lis beaucoup de préfaces, mais je vais pas souvent plus loin, souvent parce que je m'endors. Mais ces livres-là sont effectivement des incontournables pour tout le monde, quelle que soit la situation. Parce qu'exprimer ses émotions, c'est une chose, accueillir les émotions de l'autre, c'est une chose aussi importante. On entend très souvent, et on se les dit nous-mêmes, mais t'as pas le droit de dire ça. Ben, si, en fait, si je ressens ça, tu peux pas me dire que j'ai pas le droit de le dire, je le ressens, je le C'est vis. ça. Donc en fait, ça existe. Qu'après, il y ait de l'interprétation sur autre chose, ça, on peut en discuter, c'est Voilà, plus subjectif. Mais l'émotion même qui est ressentie, personne n'a le droit de vous c'est dire que ça. vous n'avez pas le droit de la ressentir, Un de la ressentir. ressenti ne peut pas être remis en question. Un ressenti, c'est un ressenti, Voilà. point. Après, c'est quelle corde ça fait vibrer, quelle importance vous y accordez, quel vécu ça fait Voilà, ressurgir. Ça, c'est d'autres sujets. c'est ça. Mais l'émotion, elle est première. Et d'ailleurs, en tant qu'infirmier, comment ça se passe toi, quand tu as à accueillir les émotions des autres? Alors c'est un autre pan d'accueil puisqu'on parlait jusque-là de quelque chose de très personnel, hem, dans la relation que l'on a tous les 2. Mais une fois que tu passes ton masque d'infirmier, comment est-ce que tu gères ça? On va dire déjà que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas la même empreinte émotionnelle. Effectivement, ça reste un masque, donc c'est moi, mais avec un masque de professionnel, même si en tant qu'infirmier libéral, on est très proche de nos patients, puisqu'on va les voir tous les jours chez eux, donc on est, on n'a pas les mêmes distances qu'il peut y avoir à l'hôpital ou en clinique. Mais malgré tout, je suis l'infirmier avant d'être Sylvain. Voilà, c'est moi le professionnel, donc je mets en partie mes émotions de côté et j'accueille l'autre dans ses émotions, qu'elles soient la colère, qu'elles soient la peur, qu'elles soient la tristesse. Mon premier devoir, c'est d'accueillir les émotions de la personne et de leur laisser la place. Et donc en fait, mon rôle, c'est
de créer un espace pour laisser la personne exprimer son ressenti, ses émotions, ses craintes, ses peurs. Juste qu'à un moment donné, il y ait cette place-là et que je ne l'interrompe pas ou que je ne cherche pas à lui faire comprendre qu'elle devrait vivre les choses autrement. Et donc, moi, je suis là pour écouter. Tant qu'elle ne me demande rien, j'ai pas sur le principe à intervenir. C'est à moi d'être une oreille. Et c'est vrai que juste ça, déjà, c'est tellement important, vraiment tellement une part alors au sens large du terme, de la guérison, mais juste de la réduction de la douleur, de la réduction des émotions dans leur intensité. Quelqu'un qui vit la maladie ou qui vit un diagnostic compliqué, le fait de pouvoir exprimer ses craintes, ses peurs, c'est déjà tellement énorme. On a tendance à rationaliser généralement quand alors la famille, quand elle est impliquée émotionnellement, forcément va essayer de nous rassurer, par exemple. On est de plus en plus, en tout cas en libéral, tu es certainement de plus en plus confronté à la solitude, donc des fois il y a même pas de famille pour, sécuriser. Ce qui fait que, bah, je pense que toi comme moi, en rendez-vous, des fois c'est assez incroyable de voir à quel point Heu, parfois les personnes ne nous demandent pas plus que ça finalement, de juste verbaliser et de venir poser quelque chose et parfois juste s'entendre dire: «Ben, ouais, je comprends que tu aies peur» ou «Je comprends que tu ne sois pas bien», enfin, «J'entends ta souffrance», point et des fois ça ne tient quasiment qu'à ça. Et quand j'étais jeune infirmier, alors c'était des fois plus dur parce que tu as envie de rassurer la personne, dire: «Mais non, ça va aller», bah, oui, sauf qu'en fait, des Ouais. fois non, ça Tu va pas sais aller. rien. Des fois, tu sais rien et puis, des fois, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce que ta personne te demande. Mais oui. Elle te demande pas forcément de la rassurer, elle te demande de l'écouter et donc en fait, le fait d'être là et d'écouter, c'est ce dont elle avait besoin, c'est ce qui lui a fait du bien. C'est des fois assez simple finalement de laisser place aux émotions, mais comme tu le dis aussi très justement, c'est beaucoup plus facile, de le faire dans un milieu assez neutre ou en tout cas quand nos tripes ne sont pas exposées. Mais effectivement, des fois, ça tient pas plus que ça quoi, au final. C'est pour ça qu'on dit qu'on soigne pas ses parents, ou voilà, c'est que Mmh. quand on est dans l'affect et ben, on n'a pas le même jugement, ni le même positionnement. Et donc on va être dans la tentative de résolution de problèmes, dans la tentative d'être le sauveur. On a moins cette capacité à écouter parce qu'on est plus impliqué émotionnellement. Là où la demande serait la même, hein. Sur le principe, alors ça se discute. Ouais, C'est-à-dire que si, par exemple, j'arrive, en tant que mari, mais avec une position de soignant, un positionnement de soignant, je dis: «Bon alors vas-y, je t'écoute, j'accueille ta tes émotions». Bien sûr, ça pourrait être bien vécu. Bien sûr, à d'autres moments aussi, ça serait juste de dire: «Mais tu là, tu dis rien, oui. tu vois le truc? Ouais, je vois. Tu manques un peu de Ouais, voilà». de présence, d'implication quoi. Mmh. Ouais, Donc on peut peut-être. pas être les 2 en fait, Non, c'est je compliqué. pense que c'est compliqué. C'est très, très On compliqué. apprend dans les 2 cas, dans les 2 parties, à être, voilà, à être moins dans l'intervention. C'est vrai qu'on a que ce soit professionnellement ou dans le couple, on est toujours dans l'interventionnisme, à trouver des solutions à tout. L'expérience fait que on sait qu'il y a pas de solution miracle, une Mmh. solution miracle, un médicament miracle qui permet de tout faire. Donc on sort de ça et on accepte ces moments en disant: «Bah, voilà, là c'est plus dur». On laisse passer, comme on disait tout à l'heure, la peur que ça ne s'arrête pas. Bon, j'accepte le fait que là, ça soit dur, mais que ça va s'arrêter, qu'à un moment donné, ça ira mieux. Donc je laisse passer cette tempête-là. J'essaie d'être présent, de participer à une forme de confort dans cet inconfort-là, Ouais. et en attendant que le soleil rebrille. C'est pour moi ce que tu as réussi à faire depuis quelque temps, tu vois? Parce qu'au fond, il y a eu pas mal de moments où on s'est un peu accroché comme ça, parce que tu peux être, et aussi parce que tu es soignant, mais tu peux être très rationnel dans ta façon de voir les choses. C'est vrai que l'alimentation, notamment a énormément de poids sur l'inflammation. Le jeûne, ça a énormément de poids. Pour moi, c'est un levier colossal. Bah, c'est vrai qu'il y a des moments où on a mal, on est fatigué, on n'est pas bien et sur le moment, j'ai moi, l'attente, que j'aurais à ce moment-là, c'était
un moment câlin, un moment cocon, où on va se poser dans le canapé, manger un truc qui nous fait du bien. Alors, ce qui fait du bien, c'est très souvent ou gras ou sucré ou alcoolisé, donc autant dire que c'est le combo gagnant pour foutre le feu. Tu pris un baba au rhum, tu les 3. J'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est je comprends pas le concept du baba au rhum, mais à voir. C'est pas intéressant du coup d'y aller vu Oui, non, ce que ça ça implique. franchement, c'est pas une grosse perte. Mais tu vois, c'est ça, dans l'idéal, en disant: «Bah oui, mais ce qu'il te faudrait là, c'est un jus d'épinards et puis un truc». Il y a vraiment des moments où c'est un peu décalé et tu as parfaitement raison d'un côté et en même temps le besoin il est pas du tout là et c'est vraiment ça que je trouve plus compliqué parce que je peux pas te dire, «Ah mais tu as tort, là j'aurais voulu d'un bon verre de rouge et de» voilà. Factuellement, tu as raison. Émotionnellement, beaucoup moins et c'est toute la différence, des fois, le delta entre le cœur, les émotions et puis le cerveau rationnel, le côté cartésien, enfin, le côté, oui, rationnel entre ce qu'il faut faire et ce qu'on devrait faire, quoi. Mais après, ça a été voilà, tout le jeu de l'évolution de ces dernières années, ça a été de découvrir ce qu'il y avait à la base, découvrir ce qui pouvait être bénéfique, et découvrir le moment où c'était intéressant de le faire. Eh oui, Parce qu'en fait, voilà, le but, c'est que ça fonctionne au mieux, pour dans nous un moment oui, dans un moment. C'est-à-dire que idéalement, faudrait faire ça. Donc faudrait dormir tant d'heures, manger ceci, jeûner cela, mais travailler, mais voilà. Donc ça, c'est le top du top sur le papier. c'est ça. Mais dans la Tu as vraie oublié vie, la méditation et le yoga. la méditation, le yoga, et voilà. Bon, ça, c'est déjà sans enfant, Alors, c'est déjà un programme chargé. sans enfant, sans travail, je pense que c'est un job à temps plein déjà. Voilà. Bah, Donc en fait, bah, tu as cet idéalisme qui disparaît petit à petit. Le but est de faire en sorte de garder quand même ces bases-là et d'essayer de les intégrer au mieux dans notre quotidien. Et pour en revenir un petit peu à ce dont on parlait sur la colère, l'injustice, le fait de des fois s'en vouloir l'un l'autre en disant, «Il me comprend pas, elle m'en veut, les efforts, ceci, cela». En fait, comme tu le répètes souvent, si c'est pas juste, pour, moi, ça l'est mmh, pas pour toi. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on est à minima 2 dans cette équipe-là et donc à un moment donné, pour que ça fonctionne, il y en a pas un qui cherche à tirer le parti sur l'autre. C'est-à-dire mmh. que si moi ça va pas, toi ça n'ira pas et inversement. Donc le but est d'arriver à trouver cet équilibre-là pour nous 2, sans forcer les choses, en essayant de les, inspirer ou de les proposer Oui. et voir si c'est le moment ou pas. Ah oui, c'est tout à fait ça. Quand, même dans les moments où on a pu s'accrocher, faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est, quand on pense que, on va dire égotiquement, lorsqu'on se prend la tête, si j'arrive à dire: «Ouais, bah, tu vois, j'ai raison» et que je t'ai cloué le bec, on va dire: «OK, j'ai gagné». Ça, si je gagne seule, c'est que j'ai perdu, en fait. Soit on gagne, soit on perd, mais il y a pas de «je gagne seul et toi tu gagnes». C'est-à-dire, si je trouve je n'aurai pas il y a pas un bon moment où je vais te voir malheureux ou triste parce que, je vais te faire culpabiliser à un sujet et puis je vais me dire: «OK, j'ai gagné, mais On moi en ce qui me revient reste». toujours là, à cette communication qui doit être faite en amont, pendant et en aval. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de savoir où on en est l'un et l'autre dans notre relation, le fait de pouvoir se dire: «Là, c'est pas le moment», le fait de pouvoir se demander: «Est-ce que tu peux faire ça là pour moi? Parce que là, je suis pas en mesure de le faire» et être capable de se rendre disponible pour ça. Et par la suite dire: «Mais écoute, c'est pas parce que, il y a ces douleurs, cette, incapacité temporaire à faire telle ou telle chose que je t'en veux, que je t'aime plus». Mmh. C'est rassurer l'autre, c'est tout ça. Donc la communication reste vraiment la base pour le couple de la garantie de passer ces moments-là sans trop de dégâts. En conclusion, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est un petit peu ça, c'est qu'on fait partie de la même équipe, quoi qu'il arrive. Tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, ça implique énormément de connaissance de soi pour moi, pour commencer et puis, d'être sécurisé dans son couple. C'est-à-dire, je peux m'autoriser à
être ce que je suis, sans être remise en question tous les jours, sans me dire: «Je vais me prendre un scud, dans la face, si je ne suis pas ça». Si je suis bien et sécurisée dans mes émotions, dans mes sentiments, donc ce qui passe d'abord par une sécurité intérieure avant de passer par une sécurité extérieure. Si je suis bien sécurisée, bah, je vais m'autoriser à être. Plus je suis ce que je suis, plus je communique librement et plus les personnes autour, elles pourront s'accorder sans faire de suppositions, sans essayer de lire dans mon regard, dans ma démarche, si ça va ou pas. Pour moi, la connaissance de soi, le fait d'être sécurisé en soi, de se connaître, d'arriver à accepter, à défaut d'aimer, accepter qui l'on est avec ses failles, ses blessures et puis sa pathologie et à partir de là, avancer, main dans la main, quoi. Bon, je crois que je ferai pas beaucoup mieux en termes de conclusion, donc je vais te la laisser. Joli travail. Et moi, j'aimerais juste revenir sur les notions qu'on a abordées, qui me semblent vraiment primordiales et qui sont centrales, qu'on retrouvera quels que soient les sujets, qui sont la communication non violente, le triangle de Karpman, les 4 accords Toltec et d'autres notions encore. Ce sont des choses que l'on développera dans d'autres podcasts, parce que c'est vraiment intéressant et bah, c'est un entraînement de tous les jours. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et n'oubliez pas qu'un couple solide traverse forcément des moments de colère. Prenez bien soin de vous, et on se dit à bientôt sur Plus fort à deux.